Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est « J'ai besoin d'aide ». Que pouvez-vous nous dire sur ça? Alors, j'ai besoin d'aide. C'est un sujet sur la possibilité qu'on a de réparer sa situation. Tout n'est pas réparable forcément dans sa vie, mais il y a quand même des choses qui sont réparables et qui dépendent de notre propre initiative. Alors, je m'explique. On a l'habitude de considérer l'homme tout seul à travers sa personnalité. Or, il est mieux de le considérer en situation. En situation où le terme que j'emploie, c'est l'environnement. On dira donc que quand on n'est pas bien, c'est qu'on est dans des situations pénibles. Ces situations sont pénibles parce qu'on n'a pas le meilleur mode d'emploi de ces situations. Et donc, on va demander à des personnes, soit de nous indiquer la meilleure situation, le meilleur environnement où vivre, de l'aménager autrement, ou soit on va leur demander des informations pour nous adapter le mieux possible donc à ces modes d'emploi. Alors, ce que j'ai appelé la situation, ce que j'appelle environnement, c'est assez large. Encore une fois, le terme d'environnement a été un peu préempté par l'écologie. Mais en fait, environnement et situation, ça regroupe des choses matérielles, comme par exemple ma maison, ma rue, l'endroit où je vais travailler. Mais ça regroupe aussi des choses psychologico-culturelles comme l'environnement professionnel, l'environnement familial et pourquoi pas donc l'environnement économique. Donc, ce que je peux réparer moi-même, soit les personnes qui vont m'accueillir dans cet environnement, leur demander quel est le meilleur d'emploi, est-ce qu'ils ne pourraient pas mieux m'accueillir, ou alors je vais demander à d'autres visiteurs de mode d'emploi comme moi, je vais leur demander des tuyaux en quelque sorte pour trouver le meilleur mode d'emploi où être accueilli et être accueilli le mieux possible. Pourquoi les gens ne demandent pas de l'aide alors qu'ils devraient le faire? Alors les personnes sont en quelque sorte paralysées pour demander de l'aide. Ça peut être une paralysie en amont, c'est-à-dire elles n'ont pas d'idée pour trouver, elles n'ont pas du tout d'idées, sont perdues, elles ne sont pas qui contacter, qui aller chercher pour demander de l'aide. Ou alors une fois qu'ils ont à peu près déterminé une personne, ils ont beaucoup de mal à passer à l'acte. Ils agissent relativement maladroitement. Donc, on ne répare pas sa vie. On ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire pour sa vie, pour améliorer son sort, parce qu'en fait, on a des blocages psychologiques pour demander de l'aide. Alors, il y a plusieurs raisons qui nous empêchent de demander de l'aide. Encore une fois, donc, demander de l'aide pour avoir le meilleur mode d'emploi et se sentir au mieux d'une situation. Une des premières raisons, c'est qu'on se dit, bah, c'est pas moi qui me suis mis dans ce pétrin, c'est la faute des autres, donc je vois pas pourquoi ça serait à moi de réparer. Or, c'est toujours le même problème, personne ne réparera à sa place, donc c'est à soi de réparer, de prendre l'initiative. L'autre grand blocage pour demander de l'aide, c'est qu'on prête aux personnes à qui on pourrait demander de l'aide des croyances négatives sur nous. On pense par avance donc qu'elles ne nous aideront pas, qu'il va falloir leur arracher les informations. Or, finalement, ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à notre misanthropie habituelle qui nous empêche de vivre bien parce qu'en fait, on ne connaît pas ces personnes. Ces personnes, enfin, il y a des personnes qu'on connaît, mais il y a tout un tas de personnes qu'on va consulter qu'on ne connaît pas encore. Mais on imagine déjà par avance donc qu'elles nous recevront mal, qu'elles nous donneront pas donc toutes les informations. Et c'est là où on risque donc d'abandonner l'affaire en cours de consultation, de pas assez insister, ou alors de finir la consultation. Si la demande d'aide n'a pas bien fonctionné, on est de mauvaise humeur, on est en colère, du coup on poursuit pas, on ne demande pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a toute une paralysie effectivement de cette demande d'aide. Il y a ce phénomène-là, et il y a le phénomène donc de notre révolte contre le fait qu'on est quand même dépendant d'eux. Voilà. Alors c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on se révolte, et plus effectivement on va leur prêter des mauvaises pensées sur nous. C'est ce que j'appelle l'insulte.
C'est-à-dire, je suis sûr que la personne va mal me recevoir, je suis sûr qu'elle pense mal des choses de moi, etc. C'est-à-dire qu'on se donne des raisons pour ne pas la consulter. La première chose, donc, c'est l'insulte. On lui prête des croyances négatives sur nous. La deuxième chose, c'est la maltraitance. C'est-à-dire que quand on consulte une personne pour lui demander de l'aide, on ne s'occupe pas de savoir s'il est vraiment compétent, s'il est vraiment disponible. On ne prend pas toutes les précautions oratoires qu'on devrait prendre. En d'autres termes, finalement, on se présente à elle comme un despote, on la traite comme un despote. Et alors, dès qu'on aura le moindre signe qu'elle nous résiste, à ce moment-là, on va décrocher et on ratera cette demande d'aide. Quels conseils pouvez-vous nous donner quand on a besoin d'aide? Alors, premièrement, le premier conseil que je donne, c'est effectivement se mettre à consulter, se mettre à réparer, donc, et pour réparer, à consulter. Alors, on ne peut pas tout réparer dans sa vie, mais il y a quand même une partie de sa vie qu'on peut réparer, et cette réparation nous revient. Même si on n'est pas très enthousiaste pour réparer, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, parce qu'on a des griefs contre les gens qui nous ont mis dans cette situation, il faut savoir donc que personne ne le fera à notre place, que c'est pas la peine de se plaindre et d'attendre des dédommagements, personne, effectivement, ne nous remplacera dans la consultation. Donc, le deuxième conseil, c'est que c'est à nous de le faire, parce que personne le fera à notre place. Le troisième conseil, c'est l'état d'esprit dans lequel on va réparer. Voilà. L'état d'esprit dans lequel on va réparer, c'est de se dire, je ne suis pas tenu de réussir cette réparation, donc qui repose sur la consultation de quelqu'un, mais je suis tenu d'essayer. Ça, c'est très important. Ça nous met dans de bonnes dispositions, et si jamais on n'obtient pas les résultats qu'on voulait, qu'on escomptait, ben ma foi, on continuera, on ne sera pas fâché, on aura déjà prévu qu'on n'obtiendrait pas forcément les meilleurs résultats. Donc l'état d'esprit est important. C'est ce qui nous amène donc au quatrième conseil, c'est-à-dire essayer. Voilà. Il faut essayer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des conseils qu'on peut donner de l'extérieur, mais il faut s'essayer soi-même, je dirais, à l'art de la consultation. Donc seulement, par exemple, je vais prendre un exemple pour illustrer ça, un exemple trivial que je prends souvent. Je cherche du travail. Il y a deux types de personnes qui peuvent m'aider pour trouver du travail. C'est soit un ami qui va me dire, va voir dans tel endroit, telle boîte, ils embauchent, tu verras telle personne qui est sympathique, tu viens, tu lui cites mon nom, etc. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un alter ego, un autre visiteur comme moi, qui est un éclaireur par rapport à moi. L'autre personne qu'on peut voir, c'est soit la direction du personnel ou directement le directeur. Alors bien sûr, il faut le voir dans un état d'esprit assez pacifique, parce que même si la personne émet des réticences, il faut pas gâcher toutes ses chances. Il faut effectivement se quitter bon ami. Si la personne dit voilà, votre curriculum c'est pas tout à fait ça, ou éventuellement ça pourrait se faire mais plus tard, il faut pas être fâché, il faut pas être en colère pour pouvoir relancer donc la demande de travail. Dans le cinquième conseil que je donne, c'est qu'on peut même généraliser donc cette demande de mode d'emploi à toute personne qu'on rencontre. Toute personne qu'on rencontre peut nous communiquer des informations qui sont utiles. Je vais reprendre l'exemple pour pas trop fouiller dans les exemples de tout à l'heure. On rencontre quelqu'un, un ami qu'on n'a pas vu depuis quelques mois, mettons. Il nous parle de sa vie privée, tiens, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis à un moment donné, donc, on se branche sur le problème du travail. Et on s'aperçoit donc que cette personne nous donne des conseils, on ne soupçonnait pas au départ, mais donne des conseils qu'on ignorait. Donc du coup, elle devient un réparateur pour nous. Elle devient non seulement un éclaireur, mais un réparateur pour notre vie. Ça, c'est très important de bien questionner toutes les personnes, parce qu'on entend souvent, oui, telle personne, j'ai pas eu envie de discuter, parce que ce qu'elle racontait, ça m'intéressait pas, etc. En fait, il y a quand même une majorité de personnes qui peuvent être intéressantes, parce qu'elles peuvent nous aider à réparer un certain nombre d'environnements, de situations qu'on n'avait pas pensé à réparer avant. Ça, c'est très important.
Le 6e conseil, c'est de dire aux personnes non, non, parce que j'entends ça souvent, hein, non, non, vous dérangez pas la personne à partir du moment où vous lui posez des questions. Si vous dérangez la personne, si vous avez l'impression de déranger la personne, de manquer de tact, d'outrepasser vos droits, c'est qu'au fond, vous êtes parti avec des arrière-pensées misanthropiques. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, c'est pas tant ce que la personne va me raconter qui compte. Ce qui compte pour moi, c'est de voir si elle a envie de me parler, si elle a envie de me servir à quelque chose, si elle a envie d'être à ma disposition, etc. Donc, il faut bien faire la différence entre cette épreuve de force comme ça, où on cherche à ce que la personne se mette à notre disposition, et la véritable consultation. Dans la véritable consultation, on ne dérange pas la personne, on l'honore, en quelque sorte. On considère que cette personne est précieuse, elle a du talent, elle sait des choses, et elle peut vraiment nous éclairer. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai plus d'un point de vue pratique et plus en détail de l'approche qu'on peut avoir par rapport aux personnes qu'on consulte. Et surtout, je parlerai des pièges où pas tomber, parce qu'en fait, on s'aperçoit très fréquemment que quand la consultation se passe pas exactement comme on voudrait, quand on a des arrière-pensées, quand on a des associations d'idées négatives, eh ben très souvent, on arrive à couper court à la consultation et on arrive à ce que j'appelle donc insulter la personne ou la maltraiter.